Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce Maritime Day. Donc on va commencer tout de suite pour rentrer dans le dur du sujet sur le baromètre du transport maritime qui a été réalisé par Eurogroup Consulting et la UTF. Donc on va avoir une présentation de quelques slides. Ça va pas être trop long, on leur a demandé de faire ça aux petits oignons, au plus rapide et au plus le mieux que c'est le plus rapide, voilà, et puis le plus bref possible. Ça c'est la première chose. Ensuite on aura des réactions avec le président de la commission maritime de la UTF et Francis Grimaud qui est président de l'UNTF. Des premières réactions et ensuite un échange avec la salle. Donc on a prévu à peu près 15 minutes d'échange avec la salle. J'espère qu'on aura des questions, j'en suis sûr, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir quelques slides, quelque chose. Il y a des petits points, je suis persuadé, qui vont vous interpeller. Et là-dessus, on va laisser la parole à Inde Lagman et Jean-Michel Garcia pour nous faire cette première présentation. Inde, à toi la parole. Merci. Bonjour à tous. Comme tous les ans, Eurogroup Consulting et la UTF, on a interrogé les chargeurs sur le transport maritime. On leur a posé des questions sur les achats de transport qu'ils faisaient, sur la satisfaction et la qualité de service pour le déplace portuaire. On les a aussi interrogés sur les compagnies maritimes, sur comment est-ce qu'ils faisaient leur pré- et post-acheminement et évidemment, comme tous les ans, un focus sur l'année 2024 et ses spécificités. Donc peut-être un petit mot sur le panel qui cette année est constitué principalement de grandes entreprises donc, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. Les secteurs d'activité les plus représentés cette année sont la distribution, donc la consommation, l'agriculture. Vous noterez que le centre de décision est fait à 85% en France, donc des chargeurs qui connaissent bien le marché français. Donc sur les décisions du... Petit changement technique. J'espère que vous m'entendez mieux avec celui-ci. En matière d'achat de transport, en cohérence avec le panel qui sont des grandes entreprises, ils sont décisionnaires sur la plupart des choix, que ce soit le port, la compagnie maritime ou le transporteur terrestre. Évidemment, quand ils sont en direct, c'est plutôt le choix du port qui arrive en premier. Quand ils passent par des commissionnaires ou par des intermédiaires, là c'est plutôt l'influence sur le choix de la compagnie maritime qui prime. Et dans notre panel, on est à 40% par des commissionnaires de transport. Ça vous donne une idée du panorama aujourd'hui. Donc si on rentre un peu plus dans le vif du sujet sur les places portuaires. Merci. Les places portuaires. Alors là, ce qu'on voit, c'est les places portuaires qui sont les plus utilisées par le panel des répondants. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité des choses, c'est notre panel. Voilà comment il se répartit dans l'utilisation des ports qu'ils font. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que comme chaque année, on a un trio de tête, et dans le trio de tête de ceux qui sont utilisés par notre panel de répondants, eh bien on a Aropa, Anvers et Dunkerque qui viennent en première position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chargeurs qui répondent à ce panel aujourd'hui sont plutôt des chargeurs qui ont des flux plus vers le nord. Deux choses importantes sur ce panel. On voit Aropa, quand même 73% du panel passe par Aropa, et aussi, 75%, pardon, et 63% passe par Dunkerque. C'est intéressant de voir ça parce qu'effectivement, on pourra aller plus en avant tout à l'heure dans l'analyse. Dans les flux qui passent par le sud,
on voit quand même que Marseille, il y a quand même 38% des répondants qui passent par Marseille, mais on voit quand même émerger des ports espagnols qui sont là et qui rentrent un petit peu dans la danse. Donc voilà, ça c'est un point qui est assez important. Maintenant, on voit qu'il y a aussi des actions commerciales de la part des places portuaires. Et voilà, ces actions commerciales, c'est normal. On voit bien Aropa et Dunkerque en tête sur l'action commerciale. Et on voit tout de suite après, quand même, alors qu'ils ne sont pas forcément utilisés par l'ensemble du panel Marseille. Et on voit aussi un port, Nantes-Saint-Nazaire, un plus petit port qui s'est doté apparemment de fonctions commerciales assez fortes. Donc voilà ce qu'on peut constater. Maintenant les critères pour choisir un port pour les chargeurs. Eh bien, le coût, ça reste toujours un élément très déterminant du pré- et post-acheminement. Le deuxième point qui est très important, celui-ci, c'est la proximité des opérations industrielles et le stockage. C'est très important. Pourquoi? Parce que les chargeurs, bien sûr, souhaitent des ports et des places portuaires fortes parce qu'elles ont leurs activités à proximité. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important à écouter. Donc en plus, en complément de cette slide, on peut dire aussi que au niveau de l'import, 54% des importations, ça représente plus de 75% des volumes des entreprises qui passent par les ports français. Et de la même façon, au niveau de l'export, eh bien, on a 44% qui représentent plus de 75% des volumes qui passent par les ports français. Donc c'est effectivement des chargeurs qui utilisent beaucoup les ports français. En termes de satisfaction maintenant par rapport aux places portuaires, ce qu'on peut noter, c'est que de façon globale, on a plutôt un bon résultat. On a 65% de nos chargeurs qui disent satisfaits, voire très satisfaits des places portuaires. Il y a des disparités tout de même entre les différentes places. En pole position, on retrouve Dunkerque, qui dans notre baromètre revient régulièrement comme celui qui a la meilleure satisfaction. On peut noter que côté Aropaport, les résultats sont similaires à ceux de l'an dernier et que l'évolution perçue de cette qualité de service, là encore, est assez disparate. Quand on regarde les critères et les axes de progrès qui sont mentionnés par les chargeurs, on voit que la fluidité du passage est vraiment le premier critère qui est mentionné. Au vu de l'année 2024, des congestions qu'elle a pu connaître, ça peut expliquer les résultats de satisfaction qu'on voit à l'écran. Dans les deuxièmes axes de progrès, on retrouve l'offre escale et la transparence des coûts qui sont des sujets récurrents qu'on retrouve d'année en année dans nos baromètres, donc ça reste un sujet pour les chargeurs. Alors cette slide, elle est importante parce qu'en fait, pas plus que les autres sont aussi très importantes. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la DGITN qui souhaite intégrer la perception des chargeurs dans la qualité de service des différents modes de transport. Et donc, on a fait avec l'université Gustave Eiffel une série de 10 questions qui sont notées de 1 à 7, mais la note est remise sur 6 parce qu'il n'y a pas de 0, donc on essaye de faire quelque chose de cohérent, et qui traite différents critères par rapport au transport maritime. Alors, très rapidement, là vous voyez 2,59 sur 6, c'est la qualité du service global, c'est une question qui est posée. Et c'est l'une des dernières questions qui est posée dans cette série de questions. Et puis au-dessus, vous voyez évaluation globale du mode de transport. Ça, c'est la moyenne réelle de l'ensemble des critères qui est faite.
cette analyse donnera lieu à un cas de page détaillé où on verra par secteur d'activité, par taille d'entreprise, etc., ce que ça représente. Donc ça sera dans un deuxième temps. Mais ce qu'on peut vous dire quand même, en très peu de temps, c'est les points négatifs sont classés par parole. Il y a un trio de tête avec, au niveau du transport maritime, donc le respect des délais, les aléas et la réactivité qui sont vraiment très mal notés par les chargeurs. Par contre, on voit deux choses à la fin, mais que je vais commenter quand même. C'est la qualité des relations clients. Ça, c'est effectivement un point important. Et le mieux noté, on voit compétitivité, coût. Mais alors, c'est pas le coût dans le maritime, c'est le coût du maritime par rapport à d'autres modes de transport comparables. C'est-à-dire, si vous voulez comparer le maritime, vous le comparez à quoi? À l'aérien, par exemple, ou autre, mais bon, ça revient à faire un peu plus cher. Donc, il faut relativiser un petit peu cette note. Voilà. Si on passe à présent aux compagnies maritimes, donc on a posé la question, comme tous les ans, quelles sont celles qui sont plus utilisées, et sans surprise, CMA CGM arrive en tête, suivi de MXC et en troisième, Hapag-Lloyd. Quand on regarde les critères de choix pour les compagnies maritimes, là vous voyez que le premier, ça reste la disponibilité d'espace de chargement. En second, le transit time, et ensuite la disponibilité des équipements. Ce qui montre bien qu'on met, encore une fois, la fluidité du passage et les opérations et la performance des opérations en premier dans les critères de choix. On a posé également la question sur la satisfaction par rapport aux compagnies maritimes. Donc, vous le voyez à l'écran, c'est très coloré. Dans l'ensemble, ce qu'on a perçu cette année, c'est que la performance des compagnies maritimes a été estimée comme étant dégradée par rapport aux années précédentes. Que les principales remontées de pourquoi est-ce qu'on a des notations aussi sévères, je dirais, cette année, c'est le non-respect des escales, le prix du service que l'on peut lier aussi au non-respect des prix du contrat. Il faut mettre en perspective ces résultats, évidemment, avec les événements de l'année 2024, ce qui s'est passé notamment en mer Rouge, qui ont créé des ruptures dans les chaînes logistiques et des transformations dans les chaînes logistiques qui ont poussé les chargeurs à modifier aussi leur transport. Mais voilà, les résultats cette année sont quand même assez négatifs. On parle maintenant des engagements des chargeurs sur le report modal. Alors, les chiffres sont, pour ceux qui ont déjà vu ou qui vont voir le baromètre fluvial ou ferroviaire, il y a des écarts. Pourquoi? Parce que là, on s'adresse à un public qui fait du conteneur. Donc là, effectivement, on est sur des importateurs ou des exportateurs de conteneurs et leur utilisation de modes massifiés par rapport à ce passage portuaire. Donc là, effectivement, ce qu'on note, c'est que le transport combiné rail-route ou fleuve-route est le plus plébiscité par les chargeurs. De quoi est-ce que ça vient? Ça vient peut-être de la connaissance de l'offre ou peut-être de la disponibilité des services, des infrastructures. En tout cas, il y a en dessous des critères de choix par rapport à ça. La notion de coût reste quand même aussi bien en pré- et post-acheminement très important pour les chargeurs. Le lead time quand même, donc il y a quand même un point qui reste important à ce sujet-là. Et puis après, on voit pour les exportateurs, eh bien, c'est la disponibilité des infrastructures qui vient comme troisième critère. Alors, pour les importateurs, eh bien, c'est plutôt les enjeux environnementaux qui viennent comme critère de choix. Sur l'année 2024, donc on a posé la question sur la situation en mer Rouge. Et comme vous le voyez, il y a plus de 80% des chargeurs qui ont été impactés par les événements.
et qui nous remonte une année 2024 difficile. Donc dans les principales problématiques rencontrées, on retrouve la congestion des ports, les différents blocages et grèves sur les ports français. Et en troisième, le manque d'espace à bord qui revient aussi assez régulièrement dans notre panel. La plus grande problématique aujourd'hui rencontrée, ça reste la congestion et les perturbations dans les chaînes logistiques. Et ce qui peut aussi expliquer pourquoi le critère environnemental, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, alors que l'an dernier c'était une des nouveautés pour le transport maritime. Donc on note bien que les opérations, la difficulté d'exercer le service en 2024, ça a été la priorité. Maintenant, on s'est aussi intéressé, on a posé la question aux chargeurs par rapport au transport maritime, comment ils voyaient un petit peu cette année 2024 en termes de volume et en termes de budget. Alors là, on voit effectivement, hein, si on regarde en termes de volume, stable, voire augmenté, il y a quand même pas mal de chiffres là-dessus, hein, puisque 83%, si on prend stable, voire augmentation ou forte augmentation des volumes, mais ça représente 83% des répondants, et seulement 7 qui sont en baisse. C'est la réalité du panel qui a répondu. En termes de budget, là on voit une évolution qui est un petit peu mitigée avec certes de la stabilité, voire de l'augmentation, qui s'explique très bien par les prix qui ont augmenté par rapport à la mer Rouge, par des flux qui ont augmenté, puisqu'il y a des flux qui ont augmenté, donc forcément les budgets ont augmenté. Mais on se pose la question, tiens, comment ça se fait qu'il y a une baisse au niveau des budgets? Alors certainement aussi qu'il y a de nouvelles routes qui sont utilisées. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des bouleversements géopolitiques et qu'il y a aussi des nouvelles réglementations, ce qui fait qu'il y a des sourcils qui ne sont plus forcément les mêmes. Il y a des expéditions qui ne sont pas forcément les mêmes. Et donc il y a aussi une évolution vers de nouvelles routes et certainement des choix qui sont plus raisonnés en termes budgétaires. Un dernier mot sur justement les critères environnementaux, où on pensait l'an dernier que 2024, ça serait le moment où on verrait les premiers résultats, avec notamment l'arrivée de nouveaux navires, etc. Mais au final, les chargeurs qui seraient prêts à faire l'impasse sur certains critères au profit de la transition environnementale ne font que 31%. Et ceux qui le feraient pourraient faire l'impasse sur le transit time, éventuellement, sur le prix du service et sur la traçabilité. Et peut-être pour finir, les quelques facteurs de l'année, on pourra vous passer la parole pour réagir. Alors voilà, on interroge les chargeurs sur 2025 et sans surprise, eh bien, je vais faire les deux premiers points pour faire court. Le premier, c'est l'aspect géopolitique. Ça aura une incidence significative sur les choix en termes de transport maritime, bien évidemment. Et le deuxième point, et ça renforce un petit peu ce qui a été dit, c'est tout ce qui est RSE, les enjeux RSE. Et donc il y a des sujets. Alors, il y a des sujets aussi dans la compréhension de ce qui est pratiqué au niveau des compagnies maritimes. On parle d'ETS navire par exemple, et bien ça c'est un sujet. Voilà. Mais merci Inde et Jean-Michel pour ce panorama relativement rapide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points qu'on a notés, qu'on notait quand on discutait. On voit que quand même, soyons un peu chauvins, les ports français sont quand même en port. Malgré tout ce qu'on a pu entendre, écrire, lire ou dire, les ports français sont encore choisis. Donc c'est relativement bien. Bon, il y a un petit concurrent qui est venu un peu se mettre au milieu de ces ports français, mais il ne reste quand même pas en première position. Il y a un certain nombre d'éléments aussi qui ont été abordés
sur la façon d'appréhender le monde portuaire et le monde maritime aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'on a sur la tribune Francis Grimaud, qui est président de l'Union maritime des ports de France. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il représente les unions maritimes qui sont les clients des ports. Et ça peut, voilà. À la lecture et au vu des différentes slides, Francis, comment est-ce que vous réagissez? Ce que je voulais surtout, en fait, c'était parler effectivement des unions maritimes qui ne sont pas des clients des ports, mais à l'inverse des acteurs des ports. Donc, ce que je propose peut-être, c'est de vous dérouler un petit peu ce que je souhaitais vous présenter. Et par contre, je pense qu'ensuite, on sera à disposition pour un temps de questions-réponses. Oui, vas-y. Donc, quelques chiffres rapides pour parler des unions maritimes, présentes sur l'Hexagone, mais également dans les territoires ultramarins, et qui représentent un peu plus de 2000 entreprises aujourd'hui. 2000 entreprises de tout genre, et surtout de toute taille. Vous avez des très grosses compagnies, des très gros intervenants, et vous avez également tout un tissu de très petites entreprises qui sont présentes dans l'activité portuaire et auxquelles vous pouvez avoir affaire assez régulièrement. Donc pour cela, je passerai des armateurs aux manutentionnaires, aux transitaires, aux transporteurs, aux commissionnaires, aux stockeurs, mais ce sont aussi les experts maritimes, toute la filière formation en lien avec les activités. Nous représentons grosso modo un peu plus de 200 000 emplois directs. En termes de tendance, les entreprises et les acteurs privés qui constituent les unions maritimes sont de plus en plus présentes aux côtés des autorités portuaires et donc de l'État pour investir sur les ports et faciliter, améliorer la condition du passage portuaire. Tout cela est important, je pense, pour vous chargeurs. Et quand je parle d'investissement sur les places portuaires, nous sommes aujourd'hui, grosso modo, quasiment à l'équivalent des montants investis chaque année entre le privé et le public. Même si l'État, bien évidemment, garde notamment en charge les infrastructures les plus structurantes et les plus importantes sur les ports. Mais sachez que pour ce qui nous concerne, on parle outillage, on parle équipement, on parle stockage, on parle numérisation, et on parle aussi de plus en plus de décarbonation. J'ai vu que c'était une préoccupation. Peut-être que c'est l'actualité qui fait qu'aujourd'hui les gens y pensent avec des contournements et ainsi de suite, mais c'est vrai que pour nous c'est une de nos premières préoccupations. Pour continuer, je voulais vous dire que les unions maritimes, étant aujourd'hui extrêmement présentes sur l'investissement à l'intérieur des ports ou dans les enceintes portuaires, nous avons aujourd'hui la volonté de participer réellement à la stratégie nationale portuaire, on peut dire, et encore plus précisément ou plus localement dans chaque port aux organes de décision. C'est une tendance qui aujourd'hui ne prévaut pas, mais qui par contre fait vraiment partie de nos objectifs pour, encore une fois, probablement, puis du moins c'est notre vision des choses, porter un peu plus haut la vision et les besoins des chargeurs. Donc nous œuvrons là-dessus, je dirais, en permanence. Pour continuer sur le baromètre, oui, la question environnementale, donc, bon, vous disiez que c'était plutôt important. Moi, je suis un petit peu sceptique sur cela malgré tout, de la part des chargeurs, mais c'est vrai que le critère augmente dans l'esprit de chacun, et encore une fois, elle l'est pour nous. Cette modernisation se fait par exemple en cherchant systématiquement à décarboner, à verdir nos activités, afin de réduire nos émissions. Et là encore, je pense que le partenariat public-privé est intéressant et primordial, puisque les entreprises auront besoin du soutien, et ont besoin du soutien sans faille de l'État, mais aussi des collectivités, de l'ADEME, tout ça pour encore une fois améliorer les choses. Nos récentes analyses montrent également une réelle confiance en l'avenir de la part des entreprises portuaires. Je pense qu'il est important que vous le notiez. On fait un peu l'état des investissements, encore une fois, du privé. Je suis peut-être un peu lourd sur le sujet, mais pour moi, c'est essentiel. Et l'année 2024 a fait ressortir des investissements extrêmement significatifs sur l'ensemble des ports. On parle de portique, on parle d'outils, on parle de capacité et autres. Les prévisions, les engagements 2025 et 2026 sont exactement dans le même sens. On est dans une période qui n'a pas été que simple. On peut avoir des doutes, on peut avoir des craintes. Sachez en tous les cas que les entreprises privées portuaires sont là pour maintenir un gros niveau d'investissement. Si nous pouvons être acteurs sur la situation, si nous le pouvons par contre
pas être acteur de la situation géopolitique, et 2024 montre bien que les impacts sont rapidement lourds. Je pense que nous devons l'être par contre sur l'amélioration de la fiabilité du passage portuaire, ainsi que sur son coût. Et ces deux critères sont pour moi, professionnels portuaires depuis de nombreuses années, de toute évidence importante pour réorienter une partie des flux, au moins aux mains des entreprises portuaires qui transitent aujourd'hui par nos voisins. Vous parliez d'amis de port voisins, effectivement ce sont des bons amis, mais je les comprends, parce qu'on est des bons clients. Ceci étant, voilà, je pense qu'il y a une grande partie des flux aujourd'hui qui nous échappent, et que, pour avoir fait quelques études analytiques sur le top 20, disons, des ports mondiaux sur les 10 dernières années, nos voisins ont beaucoup plus progressé que nous. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose des questions, et je crois que la fiabilité et le coût de passage sont essentiels pour cela. J'ai quasiment fini, si je ne me perds pas dans mes quelques notes. Je pense donc que nous devons travailler, et c'est ce que nous avons commencé à faire avec l'ensemble des fédérations et organisations professionnelles, avec également les organisations syndicales, mais encore l'État, afin de pouvoir obtenir ensuite le soutien des chargeurs et des utilisateurs des services portuaires. À ce titre, je vous demanderai, s'il vous plaît, de continuer à chercher à maîtriser vos solutions de transport et de favoriser le passage par les ports français autant que faire se peut. Voilà. Et ben c'est bien. Ce que je voulais dire. Francis. Super, merci bien. Non mais il y a quelques points. Alors, on parle de fiabilité des ports 2024. On n'a pas connu trop de soucis sur les ports. Mine de rien, ça a été un peu de congestion à droite à gauche. Mais alors là, je voudrais quand même remettre l'église au centre du village. C'est que les congestions, elles n'étaient pas forcément en France. D'accord ? Donc les congestions, elles se sont beaucoup plus matérialisées sur les concurrents que chez nous. Donc ça, c'est une chose aussi. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dans les résultats un certain nombre de ports français, et non des moindres, qui restent en top position. Mais on a aussi eu des perturbations liées aux crises géopolitiques. On en parlera d'ailleurs dans la deuxième conférence. Mais là, compte tenu de ce qui a été abordé, je me tourne vers vous, Frédéric Chabas, vous êtes président de la commission maritime de la UTF. Ces perturbations, et notamment la perturbation en mer Rouge, ça a eu un impact. C'est quoi réellement, et quel était l'impact et quelles ont été les conséquences? On a vu, il y a 2-3 slides qui ont traité, et Jean-Michel va aborder le sujet. Comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, je voudrais quand même déjà rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai entendu fluidité, performance des organisations portuaires nationales. Je pense que c'est clé pour la suite. C'était pas une blague. Non, mais c'est vraiment le point sur lequel je pense qu'il faut qu'on insiste tous. Et c'est le point sur lequel les chargeurs peuvent parfois buter. Alors si on revient sur l'année 2024, ça a été une année quand même assez compliquée pour l'ensemble des chargeurs, je pense pas seulement français, mais en tout cas si on regarde sur la France, avec ce qu'on connaît sur la crise de la mer Rouge, avec, il faut le reconnaître, des armateurs qui ont réagi assez rapidement pour essayer de trouver des solutions pour pallier à ce problème. Ça nous permet de regarder quand même, on parlait de développement durable. Alors c'est vrai qu'en 2023, il y avait pas mal de démarches qui avaient été engagées par les chargeurs sur le développement durable. Il faut aussi être honnête que quand vous avez l'habitude de passer par Suez et du jour au lendemain on vous dit c'est plus long, c'est plus cher et vous allez polluer plus, les contraintes logistiques que les entreprises, importateurs, exportateurs ont subi sont colossales. Les impacts coûts ont été colossaux et les désorganisations extrêmement compliquées à gérer. Donc il est clair que dans l'analyse qu'on voit aujourd'hui, l'enjeu RSE est passé un peu en second plan, mais j'allais dire que c'était aussi question de survie. Là, on est en train de parler de business, d'entreprise, de stock flottant plus long, de montants financiers beaucoup plus importants. Donc je pense que ça c'est aussi à prendre en compte. Je pense quand même qu'on a parlé de fiabilité. Depuis la crise du Covid, on n'a pas récupéré la fiabilité maritime qu'on a connue avant la crise du Covid. Ça veut dire qu'en termes de dysfonctionnement, on est dans des niveaux, alors ça a l'air de commencer à changer, il y a des modèles armatoriaux qui vont peut-être changer la donne, on verra ce qui se passera, et je pense que c'est suivi par pas mal de monde aujourd'hui.
Mais globalement, quand vous êtes importateur ou exportateur, quand on voit le contexte global, c'est extrêmement compliqué de travailler de manière performante avec des fournisseurs performants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des niveaux de tarification qui peuvent être amenés à fortement augmenter et des niveaux de service qui sont fortement dégradés. Donc on est dans des logiques industrielles qui sont complètement surprenantes, on va dire le mot, avec des... On paie de plus en plus cher pour un service de plus en plus dégradé, sur mer comme sur terre. Et en fin d'année, il faut, avec les problématiques de grève annoncées, alors là on voit que ça a l'air de un peu se calmer, les chargeurs ont aussi subi de manière colossale de la désorganisation en local, avec des frais de détention, des frais de démarrage, des frais de déplacer les conteneurs pour les mettre à un autre endroit. On arrive pour des rendez-vous, les rendez-vous sont annulés. Donc 2024 a quand même été une année extrêmement compliquée. Sur l'année 2024, et là je passerai la main à Jean-Michel Pinoïne qui est là, on a beaucoup travaillé sur comment on pouvait sensibiliser nos dirigeants, j'allais dire, au niveau gouvernemental sur les incidences de ces grèves et les impacts du coût, et voir comment on pouvait permettre à la marchandise de circuler et de voyager, j'allais dire, de manière à peu près normale. Et donc ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur et on va encore insister sur ces points prochainement. Alors, je ne sais pas si Jean-Michel veut rajouter quelque chose là-dessus. On va rebondir peut-être tout à l'heure, on va peut-être un peu ouvrir le débat avec la salle, ça va. Parce qu'on a quand même, il y a quand même un certain nombre de points qui ont été abordés, alors on pourra revenir sur d'autres points. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... Alors, c'est des questions, c'est des interventions, c'est des remarques. N'hésitez pas à intervenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir, faire un commentaire sur tout ce qui a été présenté depuis ce matin? Soyez pas timide, regardez comme moi qui suis timide. Alors dans ce cas-là, si on a une question, super. Si vous voulez bien vous lever et vous présenter s'il vous plaît, si vous pouvez. Bonjour, Michel, je suis responsable de l'approvisionnement et transport pour Inamara. Donc on a beaucoup parlé de 2024, où l'industrie française a beaucoup souffert des impacts qu'il y a eu, autant au niveau de la mer Rouge que des prix, que des rallogements des détails en 2024. Quelles sont les perspectives en 2025? Parce qu'on a un début d'année qui est assez compliqué également. À quoi on peut s'attendre pour l'année 2025 en termes d'amélioration de la fluidité, notamment sur les ports? C'est une bonne question. Je vous attends à quoi? Alors, on va peut-être, excusez-moi, peut-être faire un petit peu abstraction de ce qui s'est passé sur les 2 premiers mois, parce que là, on va vous répondre, excusez-moi du terme, mais c'est le bordel. Mais en se concentrant sans véritablement savoir parce que personne n'a de boule de cristal ici, et sans véritablement savoir quelle va être la situation. Un coup, on nous disait que la mer Rouge allait s'améliorer, et puis le coup d'après, les outils nous balançaient 2-3 scuds. Donc, comment est-ce que, Jean-Michel, comment tu vois les choses en 2025? Alors, compliqué. On a des nouveaux éléments qui se sont ajoutés, mais il y a justement la conférence qui va suivre, qui va parler de tout ça. Il y a les crises géopolitiques, les décisions des Américains qui ont un impact aussi. Il y a la crise qui a un impact aussi. Il y a la situation en Israël qui a un impact aussi. On s'attendait à ce que le contournement de la mer Rouge s'arrête à un moment donné, et ça continue encore un petit peu. Donc en fait on est dans un monde incertain mais bien connu puisqu'il est incertain. Et donc il va falloir peut-être intégrer cette incertitude dans certaines réflexions de flux supply, dans certaines réflexions de flux commerciaux. Et c'est pas à la UTF de parler de ça, parce que ça c'est la stratégie de chaque entreprise. Et puis effectivement analyser les risques. Et ce qu'a dit Frédéric Chabas tout à l'heure, c'était très intéressant parce que parmi les risques, il y a aussi la fluidité de certains passages de la marchandise. Il y a
c'est un sujet de réflexion. Quelle compagnie, quels acteurs, quels partenaires, avec qui construire? Je voulais rebondir parce qu'on a vu un certain nombre de ports tout à l'heure sur le listing. Il faut pas oublier que la UTF, on a toujours prôné l'utilisation des ports français. On a toujours fait dans cette logique-là. Par contre, quand on rencontre des problèmes logistiques, industriels, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a un certain nombre de sujets, le routing de la marchandise, il y a des flux qui semblent assez évidents. Quand vous êtes basé près du Havre, c'est quand même assez logique de charger au Havre, par exemple. Par contre, si à force de charger au Havre, vous êtes bloqué, vous avez des frais annexes, vous êtes régulièrement embêté, ben à la fin de l'année, vous faites un état des lieux et vous regardez en bas de page ce que ça vous coûte. Et vous vous dites à un moment, est-ce que c'est pertinent, je continue à charger au Havre? Est-ce que je ne dois pas aller ailleurs? Et je pense que ce qu'il faut que les ports français comprennent et intègrent, c'est que on a, dans une logique de développement durable, une logique économique, de pertinence, enfin, il y a un certain nombre de critères qui incitent à utiliser les ports qui sont près des implantations industrielles ou des magasins, mais on est aussi en droit de recevoir un service digne de ce nom, et une liberté de passage et un fonctionnement fluidifié. Et ça, je pense que c'est vraiment les sujets clés dans les années à venir. Travailler sur des partenariats, réfléchir comment ne pas bloquer les industriels et les importateurs-exportateurs. Et on a parlé de Dunkerque tout à l'heure. Moi, je suis du Nord, c'est un peu facile, mais à Dunkerque, on a une chance folle, c'est qu'on a des gens avec qui on discute. Ça veut dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, on se rencontre et on trouve des solutions. On change les horaires d'ouverture, on augmente les horaires d'ouverture, on favorise les entrées de camions. On arrive à travailler et l'objectif du port, c'est de faciliter la vie des gens qui reçoivent la marchandise et qui l'expédient. Je pense qu'il faut qu'on arrive à le faire partout. Merci. Francis, une réaction sur le en complément, je partage complètement le point de vue. Je pense que la géopolitique, les crises sanitaires, la météo et ainsi de suite sont des facteurs que bien évidemment aucun d'entre nous ne maîtrise. Et c'est un peu la même chose pour nos pays voisins et dans le monde entier. Par conséquent, concentrons-nous sur ce que l'on sait faire, sur ce que sont nos métiers. Et encore une fois, au titre des entreprises adhérentes des unions, c'est vraiment l'objectif. Tout le monde est aujourd'hui convaincu qu'il y a des parts de marché à gagner, des activités à développer, des services à améliorer. Donc faisons nos métiers, investissons, pour moi c'est le maître mot, parce que nous sommes dans des métiers où la logistique en particulier nécessite des moyens financiers importants, donc de la confiance, et je dirais pour l'avenir, c'est ce qui aujourd'hui prévaut sincèrement auprès des unions maritimes. Avec de la discussion avec l'État, incontestablement, que chacun prenne bien conscience du rôle de chacun et de l'importance de chacun, et avec l'ensemble des partenaires. Je peux vous dire qu'avec l'actualité qui a été rapidement évoquée, de mouvements sociaux et autres, un certain nombre d'organisations professionnelles, et probablement plus que jamais, se sont rencontrées, ont essayé de travailler ensemble pour trouver des solutions, pour prendre à leur compte une part des responsabilités ou des potentielles solutions pour améliorer les choses. Donc on est vraiment dans ce débat-là. Donc si j'étais chargeur, je serais confiant. Merci. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que une seconde question, une deuxième, parce qu'une seconde, ça signifierait que ce sera les dernières, ou une remarque, ou alors on peut peut-être rebondir sur un sujet, parce qu'il y a quelque chose que vous avez un peu effleuré et qui a toute son importance dans l'histoire de la décarbonation, stratégie de décarbonation et tout ça. C'est multimodal et notamment le développement du shorty. Alors, le shorty est-il, le cabotage maritime, est-il multimodal ou non? Alors là, on ne va pas rentrer dans des discussions philosophiques telles que celle-là, mais je pense qu'à un moment ou l'autre, c'est quelque chose que les chargeurs ne regardent pas. Est-ce d'après vous, Jean-Michel, est-ce par manque de connaissances ou parce que ça ne les intéresse pas? Alors, ça me fait plaisir parce que c'est une question à deux choix, donc je vais dire c'est parce qu'ils ne la connaissent pas. Voilà. Mais Jean-Michel, il y a peut-être aussi, alors il existe des services, mais il n'y a pas tous les services. C'est ça. Et en fait, c'est l'offre et la demande. Il y a ça. Et puis, on peut pas tout mettre en cabotage maritime. Hein. Il y a certains flux, si on va au milieu de la France, c'est un peu compliqué de faire du cabotage. Effectivement, ça sera un autre mode de massification. Mais en tout cas, le constat, il est clair, c'est que l'offre de cabotage, elle est méconnue des chargeurs.
c'est plutôt l'apanage des compagnies maritimes ou des commissaires de transport. On n'a pas, nous, de visibilité là-dessus. C'est là-dessus qu'on travaille et c'est avoir un maillage, un mapping un petit peu de ce qui existe pour pouvoir s'y intéresser. Parce que effectivement, il y a des intérêts en termes de décarbonation potentiellement, et ça, c'est un sujet qu'on essaye de travailler également. Merci. Est-ce que, pour conclure, parce que je vois qu'il nous reste, qu'on a déjà épuisé notre temps imparti, on est dans les élections politiques. Pardon. Ah, il y a une question. Excusez-moi, madame. Excusez-moi. Oui, bonjour. Je suis Véronique Gatin, responsable supply chain pour la société Devred. Et vous parlez de multimodal qui est méconnu, mais je pense aussi que le multimodal ne s'adapte pas non plus aux chargeurs. Et même si on le connaît, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on doit payer des tractions à vide qui vous doublent le prix de revient de votre article. Donc ce n'est pas une méconnaissance, mais c'est une non-adaptation également. Voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Non, mais c'est très bien, tout à fait. Une réaction? Je valide parce que moi-même, quand j'étais chargeur, j'avais eu le même problème. Oui. On me demandait de faire le retour à vide. et ça, c'est un coût. Quand on a des caisses mobiles, notamment, c'est le sujet. Quand on a des caisses mobiles, on doit faire revenir les caisses. Et ça, c'est un coût, c'est effectivement très important. Mais en tout cas, il y a un accompagnement qui est fait sur ces sujets de massification parce que, oui, même si on le connaît, eh bien, il faut aller plus loin que ça et puis il faut se faire aider par des commissionnaires de transport, par exemple, qui peuvent avoir des flux retour ou des transporteurs, des logisticiens. Mais voilà, c'est des sujets qu'il faut réfléchir et ça ne se réfléchit pas tout seul parce que tout seul, on ne trouve pas de solution. Oui, c'est ça qui est intéressant. Alors juste pour conclure, Frédéric Chabas, on a vu ce baromètre à place des ports français. Tout n'est pas, c'est pas si noir que ça, mais je ne dirais pas rose parce que je n'aurais pas non plus en dépasser les bisounours, mais ça c'est quand même relativement encourageant. Comment est-ce que, compte tenu du baromètre et de ce qui a été présenté ce matin, comment est-ce que vous voyez la place des ports français? Moi, je pense qu'il y a de la place pour les ports français. On l'a vu, les chargeurs français continuent à utiliser les ports. Ce que l'on demande et les sujets sur lesquels on insiste, c'est la liberté de passage des marchandises, une vision réaliste et économique des coûts de passage, et puis de la discussion et de la concertation avec les parties prenantes. Si on arrive à faire ça, comme ça se fait en pilote sur certaines zones, je pense qu'on y arrivera, et aussi peut-être une prise en considération des pouvoirs publics de ce que représentent les blocages sur les terminaux portuaires quand il y a des grèves et que tout est planté et que pour des logisticiens, des gens qui sont tous les jours à devoir gérer les approvisionnements et les sorties, c'est extrêmement compliqué et ça peut aussi dissuader d'utiliser les ports français. Merci. Francis, quelques mots. Non, je confirme vos propos. Je précise ici une petite chose, c'est que des grèves, il y en a chez nous, mais il y en a aussi ailleurs et pas très loin de chez nous en ce moment, je pense. Donc, ça n'est pas une fatalité française. Ah non, moi, je suis très confiant pour l'avenir. Bien au contraire, on a vu 3-4 jours de grève chez nos voisins du Nord et même un peu chez nos voisins du Sud. Jean-Michel, une conclusion sur ce baromètre, version 2025, avant la version 2026. Effectivement, pour la version 2025, on attendra impatiemment de voir comment évolue la satisfaction autour de la fluidité de passage. C'est quand même le sujet qui revient en 2024. Et peut-être qu'on verra revenir les enjeux environnementaux au devant de la scène si la situation se stabilise et que les flux retrouvent un enchaînement normal et des opérations un peu plus stabilisées. Jean-Michel, le mot de la fin pour conclure. Sur l'outil en lui-même, ce baromètre, c'est un bel outil qu'on va continuer à développer et à rendre plus robuste pour avoir un panel qui soit représentatif autant sectoriellement que régionalement. Donc voilà, c'est des sujets on voit qui sont attendus et sur lesquels on peut travailler. Donc
Je voulais juste rajouter un truc. Je suis quand même très satisfait parce qu'on discutait avec Jean-Michel en disant l'ouverture du Maritime Day, est-ce qu'on aura du monde? Parce que c'est vrai que c'est tôt, on a démarré tôt. On voit que les sujets maritimes intéressent les gens et c'est bien. Et je pense que c'est clé d'être intéressé par ces éléments. Ce qu'on peut dire, c'est que n'hésitez pas, alors je ne vais pas faire de la pub, mais n'hésitez pas à venir sur le stand de la UTF. On a plein de choses à échanger. Vous êtes chargeur, importateur, exportateur. Plus on est nombreux, plus on se fait entendre, et plus on se fait entendre, plus on avance dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et prendre des renseignements sur la UTF. Oui, mais alors vous allez attendre un petit peu, parce que là déjà, juste après, on a une nouvelle conférence, donc ça serait gentil d'éviter de me vider mes conférences. Merci Frédéric. Il y en a deux autres qui vont suivre, dont une sur la résilience portuaire, les crises géopolitiques, et une suivante sur le ferroutage dans les ports. Donc on va se calmer, mais après, voilà, vous aurez toujours le loisir d'aller boire un coup à l'heure de midi sur le stand de l'UTF. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence.